faire le maximum. Eh bien, par rapport à la situation qu'on a vécue depuis le dernier webinaire, je voulais tout d'abord vous dire que vis-à-vis des organismes de formation que je connais bien, puisque je suis un ancien dirigeant d'un organisme de formation, l'ISQ, en fait, est évidemment tout en soutien par rapport à ce que vous avez pu passer comme difficulté, que vous continuez à avoir, puisque en fait, je sais que tout le monde n'a pas encore pu reprendre à 100%, je dirais, ses activités. La situation est difficile, on le sait, et donc on est évidemment avec vous en soutien et on essaye depuis cette période de confinement de faire un maximum par rapport à ce qu'on peut vous apporter pour vous faciliter le maximum de choses. Alors, je pense qu'on doit voir maintenant le slide. Hein. Noémie, on voit le slide. Alors, Voilà. oui, alors moi je le vois. Est-ce que oui, je pense. Parfait. Oui. Donc, l'idée en fait étant de faire déjà un point par rapport à la situation depuis le confinement quand on a eu cet événement qui s'est produit, et puis vous informer en fait de la façon dont on va travailler, qu'on a travaillé depuis le post-confinement, et puis la reprise de nos activités de manière un peu plus, je dirais, normale. Ensuite, on va faire un rappel sur Calliope, sur à qui s'adresse Calliope, quelles sont les activités qui sont concernées, les catégories d'actions qui sont concernées, pourquoi en fait on a l'intérêt ou la nécessité d'obtenir la certification Calliope, un flash aussi pour les gens qui sont ou OPQF ou qui ne le sont pas, hein, qui sont datadockés. Après, on va dérouler le cycle de la certification. On va faire un exercice particulier, enfin pas un éclairage particulier sur l'audit blanc. C'est d'ailleurs la raison de la présence de Noémie, que l'on va pouvoir, à la suite de cette présentation de l'audit blanc, lui laisser la parole pour qu'elle se présente, hein, qu'elle présente aussi son organisme de formation. L'Institut de formation du travail social qui se trouve dans les Pays de Loire, les Pays de la Loire ou Pays de Loire, je ne sais plus comment on dit. Pays de la Loire. Loire, pardon. Et puis après, en fait, le déroulé de la certification de manière à ce qu'on puisse vous apporter le maximum d'éclairage avec aussi le retour d'expérience qu'on a pu avoir et puis aussi les questionnements que l'on a régulièrement par les personnes en fait, qui nous suivent depuis des années. Puisque, évidemment, l'ISQ est présent auprès des organismes de formation depuis plus d'une vingtaine d'années. Voilà, donc c'est un élément quand même important, je dirais, en termes de relations. Peut-être que Noémie pourra aussi nous en parler par rapport à ça. Tout à fait. Voilà, et puis après on essaiera d'aborder les questions-réponses. Alors, le point de situation post-confinement. Alors, pendant la période du confinement, on a évidemment pas arrêté de travailler. L'ensemble des équipes de l'ISQ étaient complètement mobilisées, je dirais, sur cette organisation qui était un petit peu particulière. Évidemment, on a été obligé en fait de mettre en place le télétravail pour tout le monde pratiquement, puisque c'était une nécessité, comme vous l'avez eu aussi de votre côté au niveau des entreprises de formation. Excusez-moi. On a par contre dû arrêter en fait les audits de certification, puisque les audits de certification doivent se faire obligatoirement en présentiel. On pourra en reparler tout à l'heure. Par contre, en fait, les instructions PQF ont été maintenues et ils ont été réalisées avec du distanciel. Donc, tout a été digitalisé. On avait déjà effectivement demandé en fait, auprès des personnes qui demandaient cette qualification de pouvoir avoir la numérisation des documents. Et donc, en fait, on a continué la démarche en fait, à distance. Ensuite, ce qu'on a pu mettre en place lors de cette période, on a eu l'autorisation de pouvoir faire des audits blancs en fait aussi à distance. Donc, c'était une expérience intéressante.
est-ce que Noémie va là aussi pouvoir A nous vécu. témoigner? Ensuite, ce qu'on a aussi réalisé, c'est qu'on va pouvoir depuis le 11 mai, reprendre donc les audits Calliope en présentiel. Les audits blancs réalisés pourront être ou à distance ou en présentiel. Donc, c'est en fait une évolution, je dirais, intéressante à ce niveau-là. Donc, c'est l'OF qui décide. Hein, si elle souhaite faire un présentiel, bien, on fait le présentiel. Peut-être. Et puis, en fait, la reprise des instructions au PQF reprendra à partir du 22 juin en présentiel. Voilà. Que peut-on dire aujourd'hui au niveau des entreprises de formation qui nous ont demandé de réaliser un audit Calliope? Eh bien, on a dû effectivement annuler les audits qui étaient programmés pendant la période de confinement. Et donc, en fait, ils ont été tous reprogrammés ou en cours de reprogrammation. Ce qui est important, c'est qu'on puisse aussi vous permettre d'intégrer en fait cette période de complications qui s'est posée en fait à beaucoup de gens par rapport au travail qui était à mettre en place et qui était encore à compléter. Et puis, toutes les programmations qui étaient à venir, en fait, ont été progressivement recalées. Et aujourd'hui, on peut dire que si une entreprise de formation, en fait, nous demande de réaliser un certificat Calliope, enfin un audit pour avoir le certificat Calliope, eh bien, on a une planification qui est aux alentours du mois de août à l'heure actuelle, août, septembre. Voilà, donc c'est en fait, après, il y a un certain nombre de critères et de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais ce qui est sûr, c'est que on a environ un mois et demi, 2 mois, 3 mois de délai pour vous laisser le temps en fait, de vous organiser. Sachant que, comme vous le savez, il y a eu en fait un report, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Alors, pour Calliope, un rappel simplement, vous avez en fait 4 catégories d'actions qui sont concernées en fait par cette démarche. Donc les organismes de formation, hein, tout ce qui touche en fait la formation continue. Il est intégré aussi tout ce qui touche la formation pour l'apprentissage, hein, donc les CFA, qu'ils soient en fait historiques ou déclarés depuis la réforme. Les prestataires de bilan de compétences sont aussi concernés. Et puis les gens qui font aussi de la VAE, comme le fait d'ailleurs, je crois, Noémie. Oui. Voilà, au niveau de son entreprise. L'ensemble de ces activités de formation, d'action en fait concernées doivent être certifiées à partir du 1er janvier, sous réserve que vous soyez concerné par les financements suivants, au niveau des OPCO, au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau de la Caisse des dépôts et consignations pour le CPF, comme de nombreuses entreprises connaissent, et puis aussi les gens qui travaillent avec Pôle emploi ou les AGFIP. Donc, à partir du moment où vous avez en fait des financements qui correspondent à ces différents points, vous aurez à partir du 1er janvier 2022 l'obligation en fait d'avoir la certification le Calliope pour pouvoir continuer à travailler avec ces sources de financement-là. Pour rappel, Calliope, c'est 7 critères, c'est 22 indicateurs communs hein, pour l'ensemble en fait de ces activités-là. Enfin, excusez-moi, 22 indicateurs communs. Et puis après, il y a 10 indicateurs qui sont spécifiques, qui sont liés ou à l'apprentissage ou aux formations certifiantes, hein, et puis aussi à la VAE. Alors, tous ces fondements, petite précision, vous allez premièrement recevoir l'enregistrement de notre webinaire et la deuxième chose, vous allez aussi recevoir le support que nous sommes en train de vous présenter où sur le côté où il y a en fait le rectangle Calliope processus certifié, vous avez des liens et vous pourrez en fait télécharger à partir de ce support en fait l'ensemble des documents législatifs et réglementaires. Voilà.
Alors, la spécificité pour les entreprises de formation qui sont déjà qualifiées au PQF. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, que lorsqu'on est au PQF, on bénéficie en fait d'un audit allégé. Et donc, cet audit allégé permet d'avoir des dispositions qui vont être… vous allez être audité en fait sur des indicateurs communs dont nous vous précisons à l'écran en fait Numéro, les numéros. les références. Merci. C'est gentil. Donc le 1, le 2, le 11, le 12, le 22, le 24, le 25, le 26 et le 32. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres organismes de formation qui n'ont pas la qualification PQF, mais qui sont malgré tout identifiés avec une certification, une qualification qui est sur la liste du CNEFOP, bénéficient aussi de cet audit allégé. Et là encore, vous pourrez, si vous êtes concerné peut-être par ce dispositif, vérifier sur ce lien-là si votre organisme certificateur ou l'habilitateur permet en fait d'avoir un audit allégé. Les entreprises qui ne sont pas concernées par cette liste du CNEFOP, mais qui sont Datadoc, eh bien, il faut savoir que vous ne bénéficiez pas d'un audit allégé. Datadoc, c'est un enregistrement de déclaration d'un certain nombre de critères basés sur la loi qui est sortie en 2014. Mais en fait, les entreprises datadockées, uniquement datadockées, ne bénéficient pas d'un audit allégé. Ça, c'est un point important. Et donc, en fait, vous serez audité sur les 22 indicateurs et évidemment les 7 critères concernés par les 22 indicateurs. Alors, comment se passe le cycle de certification Calliope ? Nous avons mis sur ce petit graphique les grandes étapes. La première étape qui peut être choisie par l'organisme de formation, c'est en fait l'audit blanc et il est optionnel. Il n'y a aucune obligation de faire cet audit blanc. Nous avons observé qu'un grand nombre d'entreprises qui procèdent en fait à la certification Calliope ont réalisé cet audit blanc. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait témoigner Noémie, qui vient de, entre parenthèses, subir ou tout du moins un audit blanc. Je pense qu'elle ne l'a pas subi, mais elle l'a. Non, je n'ai pas subi, ça s'est Voilà. bien passé. Et donc, on va pouvoir vous en parler. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, il y a l'audit initial. Entre le début de l'audit initial, nous avons, à partir du moment où on a démarré l'audit initial, nous avons 4 mois, pardon, pour pouvoir traiter et obtenir, vous donner en fait le rapport d'audit définitif pour que vous puissiez obtenir la certification qui, au moment en fait de cette obtention de certification, le jour où vous avez en fait de la part de l'ISQ obtenu la certification Calliope, cette certification pour l'instant dure en fait sur 3 ans. Elle a en fait une durée de vie de 3 ans. Alors, petite parenthèse, aujourd'hui, il y a en fait le ministère du Travail qui travaille sur des éventuelles adaptations. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, puisqu'en fait, il n'y a pas eu comment dirais-je, de décision, de décret en fait, qui est sorti par rapport à ça. Il y a une réflexion, mais on pourra vous communiquer ces éléments-là lorsque cet éventuel décret sera sorti. Et il y aura quelques adaptations liées évidemment à la situation à la fois du Covid et la conséquence qu'il y a eu de déport de l'obligation au 1er janvier 2022 par rapport à précédemment au 1er janvier 2021, de l'obligation d'avoir la certification Calliope pour les dispositifs que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau des financements. Christophe, on a des questions sur la temporalité, je crois. Qu'en est-il? Alors, on a
qu'en est-il pour le département de La Réunion pour la planification et est-ce qu'on a la possibilité de faire une demande de certification en juin pour un audit en trimestre 4 2021, par exemple? Donc ça concerne plus Une demande en juin, ISQ, j'imagine, du coup. en juin 2021. Oui. Oui, on peut procéder à ce type de choses. Après, attendre juin 2021, je ne suis pas obligatoirement certain que ce soit une bonne chose. Plus on est prêt tôt, plus on est dégagé tôt de cette chose-là, et plus on peut passer à autre chose. Mais on pourra en parler tout à l'heure. Mais ça, c'est des questions qu'il faut voir directement avec les chargés de mission en fait, de l'ISQ, et puis discuter un petit peu, je dirais, des choses. C'est sûr que si tout le monde demande en même temps comment dirais-je, une démarche Calliope au quatrième trimestre 2021, on aura un goulot d'étranglement. Donc ça, c'est quelque chose justement sur lequel il faut qu'on puisse anticiper. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles en fait, on fait justement ce type d'information auprès de vous. Voilà. Alors, une fois que la certification est obtenue, entre le 14e mois et le 22e mois, vous avez un audit de surveillance qui sera fait. Il peut se faire à distance. Il se fait à distance d'ailleurs. On a un certain nombre d'éléments. Cet audit de surveillance peut porter sur l'ensemble des indicateurs qui sont concernés par votre activité. Et donc, il interviendra donc, entre le 14e et le 22e mois. Et puis, au terme de ces 3 ans de certification, pour l'instant, hein, s'il n'y a pas de modification, vous aurez en fait un audit de renouvellement qui portera là, par contre, sur l'ensemble de tous les indicateurs concernés par vos activités. Il n'y aura pas d'audit allégé au moment de l'audit de renouvellement. Donc, c'est un point important aussi à savoir. La définition de l'audit blanc, c'est évaluation factuelle de votre état de préparation au regard des critères et des indicateurs de la certification. Ça, c'est un point important. Donc, en fait, on mesure l'intégralité des éléments sur lesquels vous allez pouvoir être audité au moment de l'audit initial. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait donc, ces audits blancs à distance. Il y a en fait un certain nombre d'avantages, mais aussi d'inconvénients par rapport à ça. On va pouvoir en parler avec Noémie. L'autre point qu'il faut savoir, c'est que l'auditeur qui réalise en fait cet audit blanc sera de toute façon obligatoirement différent de celui qui va faire l'audit initial. Donc en fait, vous aurez en fait 2 auditeurs si vous procédez à un audit blanc, puis un audit initial, ce qui est en fait réglementairement obligatoire et ça se comprend. Hein, on peut tout à fait comprendre cette démarche. Alors ensuite, au niveau de la durée, je crois, Noémie, ça a duré combien de temps Alors, nous, l'audit blanc a duré une journée, en fait, hein, le 7 mai, donc avant la fin du confinement, alors que l'audit est prévu sur une journée et demie. D'accord, ok. Alors, ça confirme bien ce qu'on écrit. L'audit blanc, en fait, n'est jamais supérieur en fait, à l'audit initial, ce qui est assez logique. Il est même souvent inférieur. On arrive en fait comme en fait il est pas réglementaire, on peut, si on le souhaite, définir une durée d'une journée ou de 2 journées, enfin, en fonction au maximum en fait de la durée de l'audit initial. Alors, je vois qu'on a des questions sur l'audit de surveillance et on nous demande est-ce qu'il est aussi allégé pour les certifiés au PQF? Non, vous l'avez dit, je ne sais pas L'audit de si surveillance ça… n'est pas allégé. Voilà, Non, non. je sais pas Il porte en fait, il peut porter sur l'intégralité de tous les indicateurs. Justement, c'est un point important. C'est qu'au moment de l'audit initial qu'il y a ce dispositif d'allègement. Par contre, l'audit de surveillance, il porte sur l'ensemble. Par contre, il est beaucoup plus court, puisqu'en fait, on a déjà pu aborder un certain nombre de sujets précédemment, et on va plutôt regarder, en général, au niveau de l'auditeur, les points qui posaient éventuellement quelques difficultés ou qui avaient fait l'objet parfois par exemple, de non-conformité mineure.
hein, évidemment majeures, qui auraient été corrigées entre-temps, si évidemment l'entreprise a obtenu la certification. Donc l'audit blanc, en fait, il a l'avantage d'enlever un peu de pression vis-à-vis des équipes, aussi de permettre une bonne préparation, une bonne anticipation. Ça permet en fait de faire une répétition, et donc tous ces points-là sont évidemment positifs pour pouvoir aborder un audit définitif, un audit initial, pardon, dans les bonnes conditions. Alors, on va tout de suite laisser la parole à Noémie, qui va pouvoir déjà présenter son organisme de formation, se présenter et puis parler de cet audit blanc qu'elle a pu vivre. Oui, alors déjà au sujet de l'ARIFT, alors nous sommes effectivement l'association régionale de l'Institut de formation en travail social donc des Pays de la Loire. Nous avons 2 sites, un à Angers et un à Rezé. Vous avez les chiffres devant vous, 1250 étudiants, 140 salariés permanents, 7000 professionnels formés chaque année et 1000 professionnels intervenant dans la formation dans nos instituts. Nous formons sur les métiers de l'intervention sociale et de la petite enfance. Nous avons 6 secteurs d'activité pour résumer, ce qu'on appelle la formation continue des cadres, avec la préparation au CAFDS, au Café Ruisse, la formation continue des professionnels de l'intervention sociale et de la petite enfance, la formation par la voie de l'apprentissage, puisque nous sommes une unité de formation en alternance, un UFA. Nous avons également des formations initiales dans le cadre des diplômes d'État, dans le cadre des formations préparatoires au diplôme d'État de moniteur, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, assistant de service social. Et nous avons également un secteur d'activité sur la validation des acquis de l'expérience et un autre qui se concentre sur l'innovation, le développement et la recherche. En tout, c'est 16 formations diplômantes ou certifiantes, donc qui sont soit formation initiale préparatoire à un diplôme d'État, soit des formations de la branche SSMS, soit des formations qui sont en cours d'inscription au répertoire spécifique des certifications et habilitations. Voilà, pour la faire court sur l'ARIFT, donc vous pouvez aussi dire effectivement Institut de formation au travail social. Pour ma part, je suis référente qualité depuis 1 an. J'ai été recrutée, j'étais avant responsable administrative sur les formations initiales à la RIFT et auparavant, j'ai été directrice d'une association, l'association régionale pour l'intégration des sourds, ARIS, à Paris, en Île-de-France, qui s'occupait de l'intégration des personnes sourdes par la communication, mais aussi par la formation. Et donc, nous étions un organisme de formation datadocké plutôt sur les langues, donc la langue des signes ou le français, l'apprentissage du français et de l'anglais pour les personnes sourdes. Voilà. Donc, j'ai été recrutée pour préparer cette certification Calliope et nous avons choisi un audit blanc pour effectivement mieux cerner parfois les attentes du référentiel national de qualité. Car je pense que tous ceux qui nous regardent aujourd'hui l'ont vécu comme moi. Quand on est... alors, qu'on ait un référent qualité ou qu'on ait une équipe en charge de la préparation de cet audit qui n'a pas forcément le titre, quand on est face au référentiel seul, on n'a pas tout à fait la même lecture qu'un auditeur. Donc cet audit blanc est vraiment très 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 intéressant pour ça. Bien. Ok. Lors de cet audit, Noémie, déjà comment vous l'avez vécu, vous, et puis les équipes qui ont participé, il y avait qui était aussi concerné dans cet audit blanc? Alors, on avait choisi d'être à 3
face à l'auditeur. Donc, le directeur général, Christophe Véron, la directrice du pôle formation tout au long de la vie, puisque nous avons restructuré les formations, ce qu'on va appeler la formation continue, formation qualifiante, formation préparatoire, en un seul pôle qui s'appelle le pôle de la formation tout au long de la vie. Donc, Monique Collineau et moi-même. Voilà, donc nous étions 3 et nous avons eu comme auditeur Marc Verger. Marc Verger, qui est intervenu à plusieurs reprises d'ailleurs sur des webinaires. C'était notre auditeur spécialisé en webinaire au niveau de l'ISQ, voilà, que vous avez dû voir. Petite précision concernant l'audit blanc, donc vous aviez en fait tout de numérisé avant, enfin comment ça s'était passé avant à ce niveau-là? Alors, non, pas, à vrai dire, pas tout à fait. Alors, c'est vrai que ce que je retiens par rapport à ce qu'on a pu avoir comme résultat déjà, donc on a eu des non-conformités mineures, on a eu des non-conformités majeures, et ce que je retiens, c'est qu'effectivement, on n'avait pas assez d'éléments de preuve prête à être montrée. Alors bon, c'est vrai que c'était en plein confinement et que c'était à distance, mais c'est, je pense, aussi un manque commun à beaucoup d'organismes de formation. Il y a certains documents que nous ne numérisons pas, comme alors ça a pu être le cas sur certains entretiens de positionnement, par exemple, ou même sur l'indicateur 22 par rapport au plan de développement des compétences et des connaissances. Nous n'avions pas forcément les entretiens professionnels de nos salariés scannés à disposition pour l'auditeur. Une question, en fait, est-ce que vous aviez fait appel à un cabinet de conseil avant pour vous Non. préparer sur la… Non, parce qu'on s'est dit justement que l'audit blanc était un bon moyen d'avoir les informations, alors pas les conseils, effectivement. Les conseils et la préparation, on les a pris lors des différents webinaires. J'avais, avec la cellule qualité, donc qui sont mes directeurs et moi-même, nous avons suivi beaucoup de webinaires avec ISQ et avec d'autres organismes. Nous avons beaucoup échanger avec les équipes autour du référentiel pour avoir plusieurs lectures et pour mettre en place, pour se préparer au mieux. Mais j'avoue que c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'audit blanc, pour que la préparation soit plus concise en fait. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a pu faire en amont, on a eu certains déclics lors de l'audit blanc sur C'est quoi les certains… déclics? Sur quoi Alors, vous avez des déclics? en fait, c'est principalement les 2 non-conformités mineures qu'on a pu avoir, qui sont alors sur l'indicateur 2 et 3, donc le 2 qui est commun, le 3 qui est spécifique. Faut dire juste qu'on passait l'audit sur deux points, sur la partie organisme de formation et sur la partie VAE. Hein, donc, voilà, pour préciser, donc nous avons eu 2 non-conformités mineures sur la partie organisme de formation, et ça concernait principalement les indicateurs de résultats que nous devons communiquer au public. Je trouve que le référentiel indique un niveau attendu d'une information chiffrée sur le niveau de performance et d'accomplissement de la prestation, mais on n'insiste peut-être pas assez, ou on n'a pas la lecture qu'a l'auditeur, l'expertise qu'a l'auditeur sur qu'est-ce qu'on doit communiquer comme chiffre et avec quelle granularité. Donc ça, c'était très intéressant parce que l'auditeur a pu nous informer sur le fait que effectivement, il fallait que toutes nos formations bénéficient d'informations chiffrées par rapport au taux de satisfaction des personnes formées, mais aussi par rapport aux résultats quant à la certification. Donc ça, c'est l'indicateur 3. Et aussi, pourquoi pas, sur d'autres indicateurs de résultats. Mais voilà, donc c'est quelque chose que je n'avais pas lu de la même façon, on va dire. D'accord, interprété de la même façon. Voilà, D'accord, merci. okay. Très bien, très bien. Une petite question, est-ce que vous avez eu le choix
des personnes qui sont intervenues lors de l'audit ou est-ce que c'est l'auditeur qui… c'est une question hein, que je Alors pose. oui, on a eu le choix. On nous a demandé, en fait, on reçoit plusieurs questions préparatoires avant de recevoir le plan d'audit. Donc on nous demande quelles sont les formations certifiantes auxquelles on prépare, pardon. On nous demande qui participe à l'audit et après on reçoit effectivement le plan d'audit. Je crois que c'est dans ce sens-là, je suis pas très sûre. Peut-être que c'est inversé. En tout cas, on nous a demandé et donc c'est nous qui avons fait ce choix-là. Et là encore, je pense que le fait d'avoir fait l'audit blanc, on se rend compte que pour l'audit, il y aura d'autres personnes impliquées, notamment sur l'indicateur 22 par rapport au plan de développement des compétences et des connaissances. On va mobiliser notre responsable des ressources humaines, Aurélie Moll, et pour l'organisme de validation des acquis d'expérience, pour le service de la validation des acquis d'expérience, pardon, on va mobiliser une coordinatrice formatrice pour peut-être mieux présenter le process, car D'accord. ce qui est assez flagrant aussi, c'est que lors des différents webinaires qu'on a pu faire, j'ai entendu beaucoup de fois que c'était très difficile de se préparer réellement à l'audit, enfin, qu'il y avait rien à préparer en fait. Bon, alors déjà la première chose, c'est effectivement préparer les preuves, si, ça il faut les avoir, mais c'est surtout, je pense que pour démontrer vraiment notre démarche d'amélioration continue, la référente qualité seule ne peut pas forcément tout démontrer. Voilà, donc il y a vraiment besoin de mobiliser les équipes et c'est pas que au sens de ce qu'on a fait nous à la Rift, c'est-à-dire tout le monde a été impliqué, tout le monde a travaillé, on a eu beaucoup de réunions sur la mise en place de cet audit et sur le travail de préparation en amont. Mais quand je dis impliqué, c'est effectivement aussi la présence à l'audit. Je pense que voilà, c'est un peu aussi ce qu'on retient de l'audit blanc. D'accord, ok. Entre le moment où vous avez procédé à l'audit blanc et donc le moment où vous allez réaliser, il y aura un certain nombre d'enseignements que vous aurez pris, Oui. notamment donc effectivement sur des indicateurs spécifiques, mais aussi sur la forme et l'organisation en termes de présence, par exemple. Et est-ce qu'il y avait d'autres points en fait qui sont apparus pour vous une évidence au terme de cet audit blanc? Alors, ce qui est très, très agréable, c'est la présentation de l'auditeur en début d'audit. Marc Verger nous a tout de suite dit que l'auditeur partait du principe que nous étions conformes et attendait de nous effectivement qu'on lui démontre. Donc ça, c'est agréable parce qu'on a vraiment un climat de bienveillance qui est très agréable. Voilà. Et par rapport au déroulé de l'audit, je suis un peu plus confiante grâce à l'audit blanc, clairement, puisque je sais comment présenter les choses. D'ailleurs, c'est un peu aussi la deuxième chose que je retiens, c'est que en fin de cette journée d'audit blanc, on s'est dit, c'est à nous de prendre un petit peu plus le lead sur la présentation. C'est à nous, c'est pas forcément à nous d'attendre les questions, mais c'est aussi à nous de présenter, voilà, dire comment on s'est organisé, comment on fonctionne pour la veille, dans quel écosystème on fonctionne et qu'est-ce que ça a impliqué à la Rift, qu'est-ce qu'on a créé grâce à notre veille, plutôt que d'être en position oui, voilà, de questions-réponses. Donc c'est vrai que c'est vraiment très agréable de faire un audit. Enfin, c'est préférable de faire un audit blanc. D'accord. Ça peut être agréable aussi, hein? Oui, oui, alors c'était très agréable parce que je pense que les équipes ISQ sont aussi… alors nous, on a choisi ISQ parce qu'on trouve qu'en termes d'expérience sur les formations du métier du travail social, c'est les mieux placés. Mais voilà, après, je témoigne que les équipes sont agréables aussi. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est gentil. C'est un ADN aussi, hein, notre ADN, c'est l'information, c'est pas la qualité. Et donc, ce qui est important, c'est que on parle le même langage. On a en fait une culture qui est très, très commune, hein, évidemment, puisque on a toujours fait en fait une démarche
auprès des entreprises de formation sur la qualité. On ne fait rien d'autre que la partie formation et le conseil, puisque l'ADN aussi de l'ISQ, c'est la qualification OPQCM, qui est aussi d'ailleurs à l'origine de la création de l'ISQ. Donc le conseil et la formation, ce sont vraiment des choses qui nous concernent et dans lesquelles on est bien à l'aise. Alors, je vois Voilà. des questions, Christophe, je suis désolée, Oui. notamment une a priori qui s'adresse à moi sur aviez-vous des certifications qualité? Donc oui, nous, on était effectivement certifiés depuis 2016 et jusqu'à décembre 2020 ISQ au PQF. Et donc, nous avons vécu un audit blanc allégé. Et nous allons avoir un audit initial allégé également. Mais c'est déjà c'est allégé, mais c'est déjà bien. D'accord. Okay. Très bien. Bon, je pense qu'on a répondu à une question, c'était l'audit blanc. Comment vous êtes-vous préparé? Oui. C'est quelque chose qui a été abordé. Combien coûte un audit blanc? En fait, c'est le même prix tarification que la certification au niveau du prix jour. On ne change pas, que ce soit un audit blanc ou pas. Hein, vous me confirmez ça? Oui, tout à fait. Okay. Et effectivement, c'est en fonction du chiffre d'affaires La durée. et de la durée. Enfin, le calcul, non? le tarif n'est pas en fonction du chiffre d'affaires et de la durée, mais Ah, par d'accord. contre, Pardon. effectivement, le prix jour voilà, est le même que la certification proprement dit, et le même pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Voilà, donc Non, en fait, c'est pas. Excusez-moi, ça y est, parce que je comprends. En fait, la question, c'est pas le prix n'est pas en fonction du chiffre d'affaires, mais comme la durée de l'audit est en fonction du chiffre oui, d'affaires de l'organisme de formation, c'est pour ça que je répondais ça en fait. Et je pense que c'est important qu'on le précise pour tout à fait. voilà. Je peux d'ailleurs apporter un éclairage sur ce point-là, sur les paramètres. Je crois que c'est ici, voilà. Sur les paramètres qui déterminent la durée en fait de votre audit Calliope. Il y a le premier élément, c'est le chiffre d'affaires. Le deuxième élément, c'est le nombre de catégories d'actions pour lequel vous voulez en fait obtenir cette certification, sur lequel en fait vous avez des activités et que vous avez besoin d'obtenir cette certification, le nombre de sites aussi. Et puis évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est au niveau du CNEFOP, si vous bénéficiez d'un audit allégé ou pas, tout ça, ce sont des éléments variables. Ce que je propose en fait à chacun, plutôt que de donner en fait l'ensemble des détails, contacter l'ISQ pour faire une demande d'évaluation de durée et donc de financière. Et à partir de là, en fait, on vous posera un certain nombre de questions, peut-être même avoir des précisions par rapport à votre organisation. Quelquefois, il y a des organisations multisites qui rentrent en ligne de compte avec différents. Est-ce que vous avez un seul NDA ou plusieurs? Enfin, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on peut difficilement répondre de manière directe sur ce type de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait les demandes de devis, c'est qu'on reçoit plusieurs devis différents et certains, comme celui de l'ISQ, contiennent aussi l'audit de surveillance. Donc, c'est important de le dire parce que quand on compare juste le tarif global, on peut se dire, tiens, c'est bizarre, mais en fait, quand on voit le détail, ça s'explique. Oui, parce qu'en fait, on fait un devis pour expliquer sur l'ensemble de la durée de vie de votre process de certification. Donc, si vous demandez un audit blanc, on va vous valoriser évidemment l'audit blanc dedans, ensuite l'audit initial et l'audit de renouvellement. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'il faut considérer d'amortir sur 3 ans. Sur quel outil de visioconférence vous avez fait l'audit blanc? Alors, nous, on est passé par Starleaf, qui n'est pas forcément le plus connu, mais c'est vrai qu'on a hésité avec Zoom et Teams qu'on utilise. Alors, Teams qu'on utilise peut-être plutôt en interne. Cependant, on avait l'opportunité d'inviter l'auditeur par Starleaf, puisqu'on avait équipé nos salles nos amphithéâtres et nos salles de formation de ce système avant même le confinement. Donc, c'est un système qui est très performant de visioconférence. Tout à fait, ok. Petit point, évidemment, lorsqu'on fait un audit blanc à distance, il est clair que sur la partie innovation technologique, qui est en fait souvent nécessaire, enfin qui est un élément en fait mesuré au niveau de la certification Calliope,
c'est un atout important, puisque ça veut dire que vous avez tout digitalisé, vous êtes vraiment dans une démarche en fait très, très avancée sur ce point-là. Il est clair que si vous faites un audit blanc à distance, il faut que vous ayez bien conscience que l'ensemble de vos documents soient des éléments de preuve, soient accessibles en fait et partageables en fait à ce niveau-là. Vous avez en fait un ERP peut-être chez vous, ou tout du moins un outil de Oui, gestion? alors on a un ERP qui est en cours de changement, donc c'est pas forcément. On va basculer sur un nouvel ERP qui est très utilisé par les organismes qui s'appelle Ipareo, donc je pense que tout le monde connaît. Mais c'est pas que au niveau de l'ERP, hein, il faut. Je pense qu'on a tous beaucoup progressé pendant le confinement sur nos Je confirme. numérisations et nos mais parfois il y a certains indicateurs sur lesquels on va effectivement s'appuyer sur les exports de notre ERP pour justifier, mais parfois ça va être sur la démarche globale d'amélioration continue. Donc pour ce qui est par exemple des évaluations pendant le parcours de formation, il faut démontrer toute la démarche qu'on peut avoir pour encadrer ces évaluations. Donc ça prend en compte beaucoup de choses. D'accord. Ok, très bien. Au niveau relationnel, est-ce qu'il y a une perte de la valeur, de l'enrichissement qu'il peut y avoir quand c'est à distance ou Non, comment? alors j'ai trouvé que l'auditeur était très à l'aise dans l'exercice et nous mettait très à l'aise. Moi, j'ai pas souffert de la distance. Je pense que D'accord. c'est un exercice que vous faites souvent en fait à l'ISQ, donc les Oui, auditeurs oui. sont très On a expérimentés. été amené effectivement à le faire encore plus par rapport à la période, mais comme tout le monde, hein, évidemment. Voilà. Ok, ok, très bien. Écoutez, je pense qu'on a pu bien détailler ou tout du moins donner ces informations par rapport à l'audit blanc. Alors, on va maintenant parler en fait de l'audit initial, qui est de toute façon aujourd'hui obligatoirement présentiel. Peut-être que ça évoluera, mais pour l'instant, c'est le cas. Donc, en fait, la réglementation nous impose ce présentiel. Donc, on a repris effectivement les certifications des audits initiaux en fait en présentiel. Bon, ce qui est sûr, c'est que ça facilite plus ces échanges directs. Il est clair que les règles de distanciation sociale doivent être mises en place. On demande en fait à ce que lorsqu'on met en place ce audit-là, que l'organisme s'engage effectivement à respecter ces règles-là, mais ça, on n'a aucune inquiétude par rapport à la profession, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été communiquées, et puis c'est absolument indispensable. Voilà. Après, ce qu'on a pu constater sur les premiers audits qui ont été réalisés, c'est que il y a beaucoup d'organismes de formation qui sont en activité restreinte au niveau local, hein, au niveau de leur centre de formation, et que ça fait un peu bizarre, effectivement, de voir des organismes de formation avec ou des stagiaires ou même des formateurs et des équipes qui sont un petit peu éloignés de ces lieux-là. Mais bon, écoutez, c'est des choses qui n'ont pas empêché en fait de faire de bons audits à ce niveau-là. Voilà. La préparation, alors un point important, je pense que le guide de lecture a été sur votre table de chevet pendant un certain temps, Nomi. Tout à fait. Et il continue jusqu'à l'audit initial à D'accord, être ma lecture préférée. ok. Alors donc ce guide de lecture, j'allais dire le guide de chevet, mais le guide de lecture, il est téléchargeable sur le site du ministère du Travail. On l'a aussi sur le site de l'ISQ, hein. Prenez bien la dernière version qui est en fait celle du 28 février, qui est en fait la version 5 de ce guide de lecture, qui est peut-être un peu plus lisible. Ça a été une version qui a répondu aux attentes en fait aux attentes des certificateurs, dont nous faisions partie, évidemment. Donc dedans, il y a
la définition de chaque indicateur hein, par rapport aux 7 critères, le niveau attendu au niveau des indicateurs. Il y a des exemples de preuves, pas des modèles, mais des exemples de preuves. Hein, je réponds à une question qui avait été posée à un moment donné. Et puis, on indique systématiquement, on indique, il est indiqué sur ce guide de lecture si la non-conformité est une non-conformité majeure ou mineure. Petit point, si vous n'avez aucune preuve sur un indicateur, ça devient, même si c'est indiqué non-conformité mineure, mais si vous ne pouvez pas apporter de preuve aucune sur cet indicateur, ça devient une non-conformité majeure, puisque vous ne l'avez pas traité. On considère en fait qu'il est considéré par cette réglementation-là que c'est une non-conformité majeure. Donc il faut faire attention à vraiment bien récolter, rassembler en fait l'ensemble des preuves. Et les preuves doivent être présentées lors de l'audit. Vous n'avez pas de séance de rattrapage, c'est au moment de l'audit, dans la journée de l'audit ou dans les journées de l'audit que vous devez présenter les preuves et au moment en fait où les questionnements sont posés. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une fluidité justement par rapport à ça. D'où aussi l'intérêt d'avoir un certain nombre de personnes présentes, même si vous pensez que a priori elle n'est pas obligatoirement nécessaire, mais elle peut avoir un rôle. Eh bien, n'hésitez pas à mobiliser les équipes autour lors de cet audit, parce que c'est, de mon point de vue, important. Hein, je pense que, Noémie, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Tout à fait. Parfait. Ok. Alors, lorsque l'audit de certification initiale démarre, l'auditeur en fait, va vous présenter lors d'une réunion d'ouverture différents points. Bon, le rappel du protocole sanitaire, ça on en a parlé. Il se présente un peu de manière à ce que vous connaissiez un peu son cursus. En règle générale, ce sont des gens chez l'ISQ qui ont enfin c'est pas en règle générale, pratiquement tous, ils ont une expérience dans le domaine de la formation en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que responsable pédagogique. Enfin voilà, il y a un vrai ADN au niveau de la formation. Donc vous avez évidemment l'occasion de vous présenter. Il y a une validation du plan d'audit qui est faite avec vous pour que les choses soient bien calées. Et puis il y a aussi une détermination d'échantillonnage. Alors, petit point, l'échantillonnage est défini et décidé en fait par l'auditeur. Ce n'est pas vous qui allez dire vous allez m'auditer sur tel et tel sujet, mais en fait c'est l'auditeur qui va, en fonction de ce que vous lui aurez présenté, en fonction des activités de votre organisme de formation, l'auditeur va définir l'échantillonnage qui sera retenu de façon à ce qu'il soit représentatif. On ne va pas chercher une action qui est faite une fois tous les 2 ans et qui n'a pas de représentation, enfin qui n'est pas représentative de votre activité évidemment. Hein. Une intelligence qui est faite par rapport à ça. Et je rebondirai là-dessus par rapport, pour rejoindre aussi à des questions qui sont posées sur l'antériorité des preuves, enfin sur quelle période. C'est des questions qu'on voit, là, elles sont posées 2 fois, mais c'est des questions qu'on voit souvent dans les webinaires et sur lesquelles la réponse est toujours la même. Enfin, je vous laisse répondre, mais pour l'avoir vécu, en fait, on peut donner les preuves sur les périodes qu'on veut. Il n'y a pas vraiment de. Le but, c'est de démontrer notre process, en fait, plus que si les choses se sont faites récemment, c'est pas grave. Le but, c'est qu'elles soient faites, en fait. C'est ça. Il faut prouver en fait que vous êtes dans cette démarche et que vous respectez les contraintes, ou les obligations de Calliope. Très bien. Alors ensuite, c'est une des questions qui est posée. Combien de temps on dispose? En règle générale, c'est entre 10 et 20 minutes par indicateur. Après, il y a des indicateurs, évidemment, ça va être très très vite parce que vous avez la preuve immédiate et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Peut-être qu'il y a un peu plus de temps pour d'autres indicateurs. Mais prévoyez en fait d'être capable en 10 minutes, 15 minutes, de pouvoir répondre en fait aux questionnements liés à chaque indicateur. L'audit blanc est un exercice intéressant d'ailleurs dans ce domaine. Oui, tout à fait.
Je pense que ça, on ne se rend pas compte que 10 minutes, ça passe très vite. Ah oui, Et ouais. quand on le vit, on se dit, ah oui, d'accord. C'est pour ça, d'où l'importance effectivement d'avoir numérisé. Et je pense qu'en termes de préparation, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment centraliser les éléments le plus possible et de façon accessible rapidement, parce qu'il faut dérouler notre process et nos procédures tout en montrant tout en apportant les preuves dans un délai assez restreint. D'ailleurs, comme ça passe vite, il nous reste en fait 7 minutes pour finir notre webinaire. On va essayer de faire au mieux. Parfait. Ça va toujours très très vite dès qu'on est en fait dedans. Alors ensuite, après le déroulé, il y a une réunion de synthèse. Donc l'auditeur a besoin, avant la réunion de synthèse, de pouvoir se concentrer et pouvoir s'isoler pour pouvoir rédiger les éléments, pour pouvoir aussi vous rapporter l'ensemble des choses pour, à la suite de ça, organiser, enfin animer la réunion de clôture. Et lors de la réunion de clôture, vous avez en fait les éléments qui seront retenus dans le rapport qui vous sera envoyé dans les 15 jours qui suivent en fait l'audit. Évidemment, il sera abordé les non-conformités, qu'elles soient mineures ou majeures. Voilà. Ensuite, on en a parlé au niveau du choix des indicateurs. Hein, donc, je vous laisse découvrir cette slide, mais ça a déjà été abordé. Au niveau des preuves, alors au niveau des preuves, les preuves, c'est en fait de pouvoir apporter la preuve que vous respectez bien l'indicateur. Vous, de votre côté, Noémie, au niveau des preuves que vous avez présentées, elles étaient sous quelle forme? Alors, on en avait beaucoup. On avait des tableurs pour ce qui est des maquettes, par exemple, des maquettes pédagogiques. Nous avions tout ce qui est pour l'accueil et l'accompagnement de la personne en formation. Nous avions donc scanné quelques documents. Nous Un avions site également. internet, par exemple, aussi? Ah oui, bien sûr, oui, oui, pardon. Ah oui, oui, on avait le catalogue, le site internet pour la partie information du public. Donc, nous nous sommes connectés en direct sur le site pour expliquer où se trouvaient les informations aussi. Voilà. Okay. Donc, je rappelle, hein, attention, l'absence de preuve le jour de l'audit de certification fait l'objet d'une non-conformité majeure. Donc, ça, c'est bien confirmé. Alors, qu'est-ce qu'une non-conformité mineure ou majeure? La non-conformité mineure, en fait, c'est que c'est un indicateur sur lequel vous ne respectez pas, je dirais, vous n'appliquez pas l'indicateur. Par contre, si la non-conformité ne remet pas en cause la qualité de la prestation, elle est mineure. C'est comme ça que ça a été défini. Si par contre, elle remet en cause la qualité de votre prestation, elle devient majeure. Mais de toute façon, sur le guide de lecture, il est indiqué, donc ce n'est pas à vous d'interpréter, il est bien indiqué que cette non-conformité est mineure ou majeure au niveau de chacun des indicateurs présentés. Alors, comment ça se passe en cas de non-conformité? Donc, dans les 15 jours à la suite de la réunion de synthèse de l'audit, il y a en fait un mail qui vous est envoyé dans un délai maximum de 15 jours. Hein. Il vous informe en fait des non-conformités éventuelles qui auront été retenues ou pas d'ailleurs. Donc, pour une non-conformité, vous êtes tenu dans le délai d'un mois à la suite de l'envoi du mail de présenter un plan d'action qui devra être mis en œuvre dans les 6 mois qui suivent en fait cette non-conformité. Et une fois que c'est mis en œuvre, il faut que vous informiez l'ISQ de sa mise en œuvre. Et c'est ça sur lequel en fait nous allons regarder lors de l'audit de surveillance, lorsqu'il y a eu des non-conformités mineures. En ce qui concerne en fait une non-conformité mineure, si vous en avez trop,
si vous avez 5 non-conformités mineures, ça devient une non-conformité majeure. Il est possible, lorsque vous avez une non-conformité majeure, qu'il y ait la nécessité d'augmenter la durée de l'audit pour pouvoir vérifier si la non-conformité majeure est bien appliquée dans votre organisme de formation. Ce qui est important, c'est qu'une non-conformité majeure doit être corrigée et appliquée, et donc il faut que vous puissiez apporter la preuve par rapport à ça. Et sur certains points, il est possible que l'auditeur demande de revenir vous auditer pour pouvoir effectivement constater que cette non-conformité est bien en place chez vous. Cette correction est bien en place. Oui, tout à fait. Pardon, excusez-moi. Alors pourquoi, alors ça c'est des questions que j'ai pu voir, pourquoi débuter la certification dès maintenant alors qu'il y a un report au 1er janvier 2022 ? Noémie, si vous avez besoin en fait de partir. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je suis désolée, je dois vous laisser. Merci beaucoup à tous. Très bien. Merci beaucoup Noémie pour votre témoignage et puis au plaisir de vous voir en tant que nouveau certifié Calliope. Dans combien de temps vous avez votre audit ? On croise les doigts, le 7 et 8 juillet. D'accord, bah écoutez, j'espère que vous nous tiendrez informés. On le saura, nous, hein, mais il y a des communications qui sont faites sur les réseaux sociaux de tous les certifiés. Oui, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir Noémie. Donc, je reprends là par rapport à la certification. Pourquoi vous avez intérêt effectivement à débuter en fait votre certification Calliope? Il y a des gens qui font des calculs effectivement par rapport à la durée de la certification. Je pense que si vous êtes prêt pour la certification Calliope, n'hésitez pas à y aller tout de suite parce que ce sera de toute façon un élément qui sera intéressant par rapport à vos équipes. Ça vous permettra de passer un message positif, surtout sur une période d'après-Covid qui fait qu'il y a eu quand même des distorsions de cohésion d'équipe quelquefois qui se sont faites ne serait-ce que par l'éloignement physique. Donc c'est certainement un projet fédérateur, mobilisateur. C'est ce qu'on peut constater, je dirais, auprès des différents organismes de formation. Et puis aussi vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis des gens qui sont vos clients, qui sont vos financeurs, le fait d'avoir obtenu la certification Calliope est de toute façon un argument important. Et puis d'autre part, une autre chose, c'est que vous allez, si vous le faites très rapidement, eh bien vous allez certainement échapper au problème de goulot d'étranglement qui va arriver. Sans conteste, on sait déjà qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent qui attendront et qu'en 2021, ce sera plus difficile pour pouvoir avoir des dates qui correspondent en fait aux contraintes, aux organisations des uns et des autres. Voilà. Donc, si j'avais en fait un commentaire à faire, c'est que il est certainement plus intéressant en fait de démarrer le plus tôt possible. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de cette attention. Vous avez été très nombreux à y être présents, à ce webinaire. Je crois qu'on a été à un moment donné plus de 130 personnes en fait connectées, un peu plus, 140 presque. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. J'en suis désolé, mais en fait le temps maintenant imparti est terminé, donc je vous propose en fait de couper ce webinaire, de terminer. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis n'hésitez pas à me faire un mail pour éventuellement des questions. Je pourrais vous y répondre directement. J'essaierai en fait de faire au mieux. À très bientôt. Au revoir.